Édouard, c'est notre dernière interview Ukraine de l'année. Puisque l'été arrive, on va prendre quelques vacances, demi-vacances. Nous, on a quand même trouvé un endroit bruyant pour faire cette interview, puisque nous sommes habitués aux endroits bruyants. Nous sommes devant chez Bernard Arnault, à Saint-Maritaine. Ceux qui ont un peu de qualité d'image devinent au loin la place Dauphine et le pont Henri IV, devenu pont Neuf. Quelle est l'actualité sur l'Ukraine dont il faut absolument parler aujourd'hui? Alors, l'actualité, c'est la semaine prochaine. Il y a un sommet de l'OTAN à Vilnius. Et alors, c'est là-dessus que se focalise tout. D'une part, les Occidentaux qui exigent de la part des Ukrainiens des résultats. Et d'autre part, les Ukrainiens qui essayent, pour remplir le contrat, qui essayent d'effectuer une percée sur la ligne de défense russe. Pour l'instant, on n'a rien vu se passer de décisif. À tel point même que les Russes et un certain nombre d'observateurs militaires, des officiers à qui j'ai parlé du côté français, me disent on ne comprend pas cette obstination à essayer de percer une ligne qui est quand même extrêmement bien défendue. Alors il faut se rappeler que l'offensive russe, elle a commencé le 4 juin, l'offensive ukrainienne, elle a commencé le 4 juin et jusqu'à maintenant, il y a eu peut-être quelques centaines de mètres, mais des gains précaires, des contre-attaques du côté russe, donc il ne s'est rien passé de décisif. Or, selon les estimations, on a eu entre 10 000 et 15 000 morts du côté ukrainien. Donc en fait une opération pour rien, avec en plus ce qui fâche les pays de l'OTAN, c'est la destruction d'une partie du matériel qui avait été fourni, avec en particulier la perte, selon là encore des estimations qui seront à vérifier, mais d'environ 15% des chars Léopard qui ont été mis à disposition. Donc tout ça, ça crée une atmosphère avec les Ukrainiens qui ont essayé dans les 3-4 derniers jours de convaincre les Occidentaux qu'il fallait créer une sorte d'accident majeur autour de la centrale d'Energodar. Le problème, c'est que la centrale d'Energodar, elle est tenue jusqu'à preuve du contraire par les Russes. Et donc, à partir de là, les Occidentaux sont très hésitants parce qu'effectivement, une provocation sur une centrale nucléaire, ça risque de faire une escalade avec les Russes. On a donc une situation qui est bloquée. Alors, comme on le sait, il y a un sommet de l'OTAN qui doit avoir lieu début juillet, enfin 10 juillet, 12 juillet, 11-12 juillet. La veille, le 10 juillet, le gouvernement français vient d'annoncer qu'il interdisait la marche pour la mémoire d'Adama Traoré. Les lecteurs du courrier savent que j'ai osé faire un lien entre les événements dans les banlieues et la préparation de ce sommet. Est-ce qu'on sait à quoi ce sommet de l'OTAN va servir, notamment au regard de la guerre en Ukraine? Alors, le sommet de l'OTAN va être un test entre les deux factions du côté occidental, j'allais même dire du côté américain. Vous avez la faction des néoconservateurs qui veut absolument pousser la guerre le plus loin possible. On sait par exemple cette semaine qu'il y a des vidéos qui ont été filmées à l'insu de Jacques Attali et de Bernard-Henri Lévy qui nous exposent bien ce qu'est le point de vue des néoconservateurs, c'est-à-dire il faut aller jusqu'au bout et renverser le président russe, renverser Vladimir Poutine. On a aujourd'hui une faction réaliste qui essaye de défendre la cause des négociations. À partir de là, on peut imaginer que l'Union européenne va être profondément divisée. On va dire qu'il y a un camp Macron-Scholz
qui lui voudrait qu'on suive la faction réaliste du côté américain. Il y a un camp polonais, pays-baltes et quelques autres qui, au contraire, appuient les néoconservateurs. Et en fait, le sommet de Vilnius va permettre de faire un état des lieux, d'évaluer quel est le rapport de force. Ce qui est quasi certain, c'est qu'il n'y aura pas de décision prise en faveur de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que les deux camps du côté américain, quelle que soit leur division, estiment malgré tout qu'il est trop dangereux de pousser l'escalade jusqu'à provoquer la Russie sur ce sujet. Concrètement, de ton point de vue, puisqu'on en a beaucoup discuté, est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait une issue rapide à la guerre en Ukraine, et qui est plutôt destiné à sortir vainqueur de la guerre en Ukraine? Alors je crois que du côté occidental, progressivement, les réalistes gagnent du terrain. Pour une raison en fait qui est assez simple, c'est qu'il y a des élections pour bientôt. Il y a bien sûr l'horizon des élections primaires pour les présidentielles américaines où les républicains, en particulier Trump, vont jouer la carte de la résolution du conflit. Il y a aussi des élections à l'automne en Pologne, où le parti actuellement au pouvoir, le PiS, n'a pas un long fleuve tranquille devant lui. Il se peut qu'ils arrivent avec une majorité seulement relative, donc il y a beaucoup de chances pour que ça modère les ardeurs du côté occidental. En fait, le paradoxe, c'est que désormais, les Russes n'ont plus aucune envie de négocier. Pour des raisons qu'on peut comprendre, ils ont perdu confiance dans la capacité occidentale à tenir des engagements. En particulier, ce qui a été assez désastreux, ça a été les déclarations de Merkel, de Hollande, qui ont dit que les accords de Minsk, en fait, ils avaient fait semblant. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'y crois pas sur le fond. Je pense qu'à l'époque, les acteurs se disaient c'est peut-être une façon de sortir la crise, mais dire après coup on a fait semblant, c'est tendre une perche à Moscou pour dire à quoi sert de négocier. Si on ajoute les traces de doigts sur les murs qu'ont laissé les services occidentaux lors du putsch de Prigojine, avec peu de discrétion, on peut penser qu'il n'y aura pas de volonté de négociation du côté russe immédiatement. Donc il se peut qu'on soit parti encore pour 8 à 10 mois de conflit, avec une négociation finale qui sera tout à fait laborieuse. Alors justement, Prigojine, Loukachenko dit qu'il n'est plus en Biélorussie. Où est Prigojine? Et toi, ce que tu confirmes, c'est l'information que nous avons donnée d'une certaine façon dès le début, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'une maskirovka, mais d'une opération en connivence avec les services occidentaux. Alors, autant je crois que pendant la crise, il n'y a pas eu de maskirovka, il y a eu une opération en connivence avec les Occidentaux, autant maintenant, je me méfie et je crois qu'il faut vérifier à plusieurs fois l'authenticité de ce qu'on rapporte. J'ai bien vu cette déclaration de Loukachenko, j'ai bien vu sur les réseaux sociaux, il y a des tas de gens qui nous expliquent qu'en gros, ils sont plus performants que les services de renseignement et donc ils ont des cartes des avions, ils nous expliquent sans nous apporter de preuves que ça c'est l'avion de Prigojine qui s'est déplacé. Moi je serais prudent, je pense qu'il y a un jeu complexe, que dans ce jeu complexe il n'est pas sans intérêt du point de vue russe que Prigojine et un certain nombre d'hommes de Wagner soient présents en Biélorussie, mais je n'en sais pas plus. Est-ce qu'il faut s'attendre à des bouleversements cet été sur le front ukrainien, notamment des provocations américaines, une tentation d'escalade, ou est-ce qu'on peut partir en vacances confiant sur nos deux oreilles?
Ni l'un ni l'autre. Je pense, Eric, il est très probable que nous ayons à nous retrouver pour une session extraordinaire en plein milieu du mois d'août. Je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais prévoyons-le. Et par ailleurs, je crois en fait qu'il y a maintenant une guerre d'attrition et que la stratégie russe, c'est d'user les Ukrainiens. Pendant combien de temps les Ukrainiens pourront-ils continuer à envoyer des hommes au front? On voit bien que c'est de plus en plus difficile. Je crois que l'événement du mois d'août, ça va être autour du 11 août, c'est-à-dire dans un mois, dans un peu plus d'un mois, le sommet des BRICS. Et c'est là qu'il va se passer des choses intéressantes. Non pas que les BRICS soient déjà en mesure d'annoncer la création d'une monnaie commune, ça je crois que c'est trop tôt pour ça, mais en revanche, on aura très clairement la démonstration que aujourd'hui il y a un monde qui s'est polarisé avec d'un côté le monde occidental et de l'autre les BRICS qui sont de plus en plus attirants pour un certain nombre de pays, en particulier en Afrique. Ça n'est pas neutre que le prochain sommet des BRICS se passe en Afrique du Sud. Donc on peut en tout cas d'ici à cette session extraordinaire que tu nous annonces, on peut remercier nos lecteurs pour leur fidélité, ce rendez-vous quasi hebdomadaire, j'allais dire, décadaire pour ceux qui se souviennent du décadi, ceux qui nous suivent et qui étaient nés en 1789 se souviennent tous du décadi. Il y a eu un vrai engouement pour cet événement, pour ce rendez-vous. On les remercie tous et puis tenez-vous informés. On va prendre un tout petit peu de vacances, même si on restera présent, mais plus en pointillé. Et s'il y a un événement, on reprendra du service pour vous informer heure par heure de ce qui se passe. En fait, notre problème, Eric, ce sont les deux Vladimir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils nous concoctent tous les deux. Il y a Vladimir le russe et Vladimir l'ukrainien. On est à la merci de ces deux hommes. Donc effectivement, prenons des vacances, mais avec un billet de retour pour se retrouver. Voilà, comme Hergé le disait dans Tintin, il faut toujours se méfier des Vladimir. À bientôt mes amis. À bientôt.